Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Au sommaire de ce mois de janvier, on se demandera si l'année 2019 peut être celle du rebond des indices boursiers ou si au contraire, la correction initiée en 2018 risque de se poursuivre. Ensuite, nous vous dirons comment bien choisir votre SCPI, car pour sélectionner les meilleurs fonds investis dans les paires papier, vous verrez que le rendement n'est pas le seul critère. Janvier, c'est le mois du lancement du prélèvement à la source. Alors comment s'assurer que vous avez été correctement prélevé? Quels sont les recours en cas d'erreur? Réponse tout à l'heure, mais d'abord, comme chaque mois, c'est parti pour le JT de CQFD. Et on démarre ce journal avec cette cacophonie au sein du gouvernement à propos de la suppression de la taxe d'habitation pour les plus riches. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors il s'agit de la taxe d'habitation acquittée par les 20% des Français les plus aisés. Ces derniers n'étaient a priori pas concernés par cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mais depuis, le chef de l'État a indiqué que tout le monde serait exempté à horizon 2020 ou 2021, y compris les 20% les plus riches. Or, avec des gilets jaunes qui demandent une meilleure répartition des richesses, eh bien, cette question devient brûlante d'actualité. Alors pour l'instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne semble pas très sûr. Après avoir indiqué dans le grand rendez-vous européen qu'il souhaitait demander leur avis aux Français, eh bien, il semble avoir rétropédalé quelques jours plus tard, indiquant qu'il fallait aller au bout de cette suppression. En tout cas, du côté de l'Élysée, rien ne semble tranché. L'Élysée qui souhaite attendre l'issue du grand débat national avant de se décider. Allez, on continue à parler de fiscalité, Émilie, mais avec cette fois-ci la CSG, avec des retraités qui vont devoir patienter un petit peu. Alors, petit rappel, David, pour calmer la fronde des Gilets jaunes, on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait annoncé le 10 décembre l'annulation de la hausse de CSG de 1,7 points pour les retraités ayant un revenu fiscal de référence compris entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Problème, cette suppression ne pourra avoir lieu que dans 6 mois, nous dit Muriel Pénicaud sur RTL, et ce, en raison de notre système fiscal où on ne connaît pas les revenus tout de suite. Mais cela devrait changer avec le prélèvement à la source. Le 1er juillet au plus tard, les retraités concernés devraient donc toucher un gros chèque, soit 6 mois de baisse de CSG. Allez, on termine ce JT avec l'étau qui se resserre surtout autour des sites de location saisonnière de type Airbnb. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la mairie de Paris a une dent contre ces plateformes qui seraient, selon elle, responsables de la hausse des prix dans la capitale. Et du coup, la municipalité ne lâche rien avec des agents qui font la chasse aux fraudeurs quasi quotidiennement, une chasse qui d'ailleurs commencerait à porter ses fruits. Les amendes seraient passées de 1,3 million en 2017 à 2,1 millions en 2018, soit une hausse de 61,5%. Alors l'amende moyenne constatée est de 13 000 euros, mais elle a pu grimper jusqu'à 50 000 euros. Certains n'ont tout simplement pas respecté la règle de durée légale de location. D'autres ont omis de demander un numéro d'enregistrement auprès de la mairie. Et puis à noter qu'avec la loi Elan qui vient d'entrer en vigueur, eh bien, la chasse aux fraudeurs devrait se poursuivre en 2019. Les plateformes ont désormais l'obligation de transmettre les revenus dégagés par les loueurs à l'administration fiscale. Merci Émilie pour ce journal. Merci David, rendez-vous le mois prochain. À quoi faut-il s'attendre en bourse cette année? Le rebond ou la dépression? On en parle avec Pierre Pubassé. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de la gestion à la financière de l'Échiquier. C'est vrai qu'on rappelle, tout le monde le sait, mais il faut quand même le rappeler, 2018, quasiment la pire année pour le CAC 40 depuis 2011. 10% de baisse. La question que tout le monde se pose, évidemment, est-ce que cette correction, est-ce qu'elle peut se poursuivre ou est-ce qu'on se dit que les indices boursiers CAC 40, il a déjà suffisamment baissé? C'est ce qu'on pense, hein, ça a quand même beaucoup baissé. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une année linéaire. Hein. Je pense que ce qu'on met en avant, c'est probablement une année qui va rester volatile. On a observé sur l'année 2018 qu'il y avait beaucoup de dispersion sectorielle, donc beaucoup de différences de performance entre les différents secteurs, beaucoup de différences de performance au sein des secteurs, et on pense que ça va rester donc une année qui aura quasiment les mêmes caractéristiques. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que, comme d'habitude, quand ça a baissé, c'est moins cher, et quand c'est moins cher, il peut y avoir des opportunités, et c'est vrai que nos équipes de gestion, en tout cas, nous disent qu'il y a des opportunités d'investissement très attractives. Parce que beaucoup de mauvaises nouvelles, ça y est, sont anticipées dans la tête des investisseurs.
Alors, il y a beaucoup, oui, je crois que les investisseurs ont probablement eu un scénario trop négatif sur la fin de l'année 2018, hein, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression... Ils ont pris peur, et puis ils se sont dit finalement le cycle est fini, ça va s'arrêter aux États-Unis, ça va s'arrêter en Europe. Ce qu'on constate, c'est que ça va toujours plutôt bien aux États-Unis, les chiffres de l'emploi sont toujours bons, la consommation va rester probablement porteuse. Sur l'Europe, les chiffres sont moins porteurs, il faut le reconnaître, mais la fin de l'année a quand même été assez agitée. Il y a des enjeux importants, le Brexit, il y a la poussée populiste, enfin, et les élections européennes. Mais ce qu'on voit, et on le voit très bien sur ce graphique, c'est que finalement, on reste aujourd'hui avec une croissance mondiale qui reste plutôt bonne, au-dessus ou très au-dessus de ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Mais qui ralentit quand même un petit peu, si on enlève le cas des États-Unis. Ouais. On le voit sur ce graphique qui passe à l'écran, finalement, assez marginalement. C'est vrai que l'Europe est un peu le continent qui pose un problème. Mais on a aussi l'impression que finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont très mal passées en Europe et que la situation est peut-être pas aussi déclinante ou détériorée que ce que veulent bien dire les marchés. Les marchés ont été très sensibles à beaucoup de feuilletons, entre autres la guerre commerciale, bien sûr, qui pose pas mal de commercial, questions. Le Brexit, l'Italie, il y a eu... beaucoup de choses. Bon. Beaucoup de choses. Ce qui a notamment évidemment plombé les marchés en 2018, ce sont les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Et là, il y a eu un changement dans le discours, dans le ton, dans la tonalité des propos de Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui semble maintenant soucieux de ne pas aller trop vite, d'être flexible. Il employait le mot, d'être flexible, d'être attentif à ce qui se passe sur les marchés. Oui, tout à fait. Bon, c'est l'actualité des derniers jours, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part de la Fédérale Réserve, de la part du marché américain, qui voulait que la Fédérale Réserve, finalement, prenne en compte la situation de marché qui était détériorée. Et je pense depuis que la Fédérale Réserve et Jérôme Powell, lors de ses derniers discours, effectivement, a évoqué le fait que peut-être la politique de remontée de taux s'adapterait, ou même que la politique de rachat d'actifs pouvait éventuellement s'adapter. Je pense que ça a rassuré beaucoup. D'une certaine façon, il y a ce fameux, le constat que finalement, il y a probablement à nouveau un Powell put. Alors, qu'est-ce que c'est que le Powell put? C'est finalement une sorte d'assurance à la baisse que la Fédérale Réserve pourrait agir, interviendra. Et je pense qu'il y a aussi si jamais ça se passe mal. Voilà. Et il y a aussi le sentiment, d'une certaine façon, qui est un peu nouveau, qu'il y a probablement un Trump put. C'est vrai que M. Trump introduit beaucoup de mouvements dans les marchés à coups de tweet, mais il y a quand même le constat qu'il est forcément très très attaché à conserver une économie plutôt porteuse sur l'année prochaine et sur cette année, parce que finalement il n'y a pas de président américain qui est réélu dans un environnement économique difficile. Puisqu'on voit le président Trump là à l'écran, on se dit que pour que le CAC 40 finisse dans le vert et pas une nouvelle fois dans le rouge cette année en 2019, il faudra qu'il y ait une détente, une accalmie du côté de la guerre commerciale. C'est nécessaire, c'est obligatoire, incontournable. D'une certaine façon, ce serait probablement une très bonne nouvelle, mais il faut une accalmie, mais il faut aussi des résultats. Et je pense que tout le monde va être très très attentif au fait de voir si la Chine effectivement fait un certain nombre de concessions de façon à faciliter la vie des entreprises non chinoises en Chine. Ouais. On finit là-dessus, on se dit qu'avec un CAC 40 qui est aujourd'hui aux alentours des 4800 points, on se dit quoi? On se dit il y a des affaires à faire aujourd'hui, la bourse elle n'est pas chère, elle est vraiment moins chère, c'est indiscutable? Le niveau de valorisation a baissé, on le voit très très bien sur les chiffres. Mais il pourrait baisser encore plus si les résultats à venir n'étaient pas aussi bons qu'attendu. Alors, c'est vrai que le pire n'est pas certain non plus. Le pire n'est pas certain. Ce que l'on sait simplement, c'est que nous, dans notre méthode d'investissement, qui reste une méthode très très simple, on sélectionne sur le marché des entreprises qui nous paraissent être à des valorisations faibles et attractives. Et c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup. On voit bien le potentiel haussier de nos fonds, qui est la moyenne en fait de nos objectifs de cours, a beaucoup remonté. Il y a quelques exemples qu'on met en avant sur ce panneau. Par exemple, une société comme Vodafone, aujourd'hui, on retrouve finalement un rendement, c'est-à-dire si vous détenez la téléphonie, Vodafone. Alors, plus Vodafone que la téléphonie, parce que la téléphonie, il y a beaucoup de problématiques sur la concentration, mais Vodafone aujourd'hui, si vous achetez du Vodafone, vous avez 8% de rendement sur ce titre-là, même un peu au-dessus de 8%, avec des niveaux de valorisation qui sont faibles. Le titre a beaucoup souffert de soi-disant exposition anglaise, puisque c'est un titre anglais, mais en fait, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne représente moins de 15% de son chiffre d'affaires. Merci beaucoup Pierre Pubacé pour ces explications. Merci. Comment bien choisir ces SCPI? Comment choisir la meilleure? On voit ça avec Grégory Frappé. Bonjour Grégory. Bonjour David. Bon, comment on fait pour ne pas se tromper? Parce que trouver la meilleure, on peut aussi se dire, voilà, comment on fait pour ne pas se tromper? Parce que ça ne s'improvise pas d'acheter, encore une fois, une part dans un portefeuille immobilier avec du commerce, des bureaux, voilà, c'est pas ça n'importe comment. Alors,
acheter des parts de SCPI, c'est d'abord avoir fait le choix d'acheter ce type d'investissement, et toutes les SCPI ont des qualités communes. Le fait de déléguer la gestion à un professionnel, principalement, le choix également de sélectionner un produit qui offre de la mutualisation des risques géographiques, locatifs. Mais en revanche, toutes les SCPI ne se valent pas. Il n'est pas facile pour un investisseur de faire le choix entre plus quand même de 180 SCPI. Voilà. Et spontanément, et c'est normal, naturellement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on va regarder la performance, la rentabilité, et je vais choisir celle qui a la meilleure performance. Pourquoi pas? Non, ce serait une erreur. Mais je dirais même, David, que c'est la bonne démarche. C'est-à-dire que choisir la SCPI qui a le meilleur rendement est le meilleur critère d'investissement pour un particulier. Mais ce n'est pas le rétroviseur, c'est le passé, ça. On se dit que la perf du passé n'engage pas la perf à venir, non? Alors déjà, les SCPI, elles annoncent souvent, un an en avance, la SCPI de l'année. Donc moi, c'est plutôt à cette performance-là que je faisais référence, et c'est le meilleur indicateur. La seule chose, c'est d'être capable de trouver d'autres indicateurs qui vont permettre de se dire, est-ce que cette performance, elle va tenir dans la durée? Et le rendement, c'est une chose, mais l'appréciation de la valeur de son capital, ça en est une autre. La valeur de la part, c'est ça? Exactement. Et finalement, la vraie performance, c'est la performance dans le temps de la somme de la distribution et de l'appréciation de la valeur du capital. Donc on regarde le rendement dans la durée, l'appréciation de la part. Il y a d'autres critères qui peuvent paraître secondaires comme ça, mais qui sont intéressants pour avoir une vision globale. C'est le taux d'occupation. C'est-à-dire finalement s'il y a du monde dans les bureaux, dans les commerces, voilà, si c'est pareil, c'est la vacance, quoi, pour éviter la vacance. Très clairement, la performance dans le temps, c'est deux choses. C'est les convictions du gérant au moment de sélectionner un actif ou un portefeuille d'actifs. Et le deuxième critère, c'est celui de la capacité d'une société de gestion de gérer ce patrimoine immobilier une fois constitué. Et le taux d'occupation… Qui doit être de 100% en théorie. Ou proche, non mais proche de 100%. Alors, comme on est sur un produit de mutualisation, la SCPI, elle n'est pas vide ou pleine. Donc déjà, elle a un taux d'occupation qui doit s'approcher des 100%. Il y a toujours une vacance structurelle. Au-delà de 90%, c'est un très bon taux. Mais le taux d'occupation, c'est quoi? Ce sont les loyers réellement encaissés par rapport aux loyers potentiellement quittançables si toute la SCPI était remplie. Autre critère, Grégory, le report à nouveau. On a largué beaucoup de gens là, c'est quoi le report à nouveau? Alors, le report à nouveau, il faut le remettre de façon assez simple. Chaque année, les SCPI, elles produisent un résultat comptable. Lié à l'encaissement des loyers. Très clairement, net de charge. Ouais. Et ce résultat, il va être distribué en tout ou partie. Et si c'est en partie, c'est la partie du résultat qui va être mise en réserve. Qui va être thésaurisée. Exactement. Moi, je suis assez mesuré sur l'utilisation de ce critère. Il faut qu'il soit petit, le report à nouveau, ou élevé alors? Alors, peu importe. Moi, pourquoi je suis mesuré, c'est les associés, en revanche, sont fiscalisés sur 100% du résultat en année 1. Ouais. Et souvent, le prix départ est indépendant du montant du report à nouveau mis en réserve. Donc, au final, avoir un report à nouveau important, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour les anciens associés, avoir été fiscalisés sur des résultats non distribués. Mais pour les nouveaux associés, c'est aussi la possibilité de pouvoir égaliser, homogénéiser les résultats futurs en cas de défaillance de la gestion ponctuelle. Ok. Autre critère, on se dit que finalement aller vers une SCPI paquebot, enfin là c'est la taille, la question de la taille de la SCPI, plus elle est grosse, plus elle est solide, ou c'est un peu rapide de dire ça? Moi je pense qu'effectivement, si on se dit que la SCPI est un produit de mutualisation, la meilleure façon d'assurer la mutualisation d'un portefeuille, c'est d'avoir un poids, une taille extrêmement. On est moins agile quand on est un gros paquebot, non? On n'est pas moins agile, mais en revanche, un paquebot, ça va plus loin, mais ça met plus de temps pour tourner. Donc au final, avoir une SCPI d'une taille importante, c'est la régularité du revenu qui est souvent au rendez-vous. Ouais, on a donné plein d'infos là, mais tous ces critères, toutes ces informations, on les récupère où? Parce que pour le commun des mortels, le report à nouveau, le taux d'occupation, le rendement moyen, etc., où on récupère la valorisation de la part, on récupère ces infos où, hein? Alors la SCPI, ça présente l'avantage d'être un produit extrêmement transparent, donc déjà autorisé par l'autorité des marchés financiers. Il y a pour tous les associés la possibilité d'avoir des informations dans les bulletins trimestriels et dans les rapports annuels. Et pour les associés qui seraient les plus assidus, ils peuvent se faire élire au conseil de surveillance. Voilà. Et donc il faut éplucher tout ça, il faut éplucher les rapports. Alors il faut éplucher tout ça ou demander à un conseil en gestion de patrimoine de nous accompagner dans cette stratégie. Pour bien choisir sa SCPI. Voilà. Merci Grégory pour ces commentaires. Merci, bonne journée.
C'est l'une des nouveautés fiscales de ce début d'année 2019, le prélèvement à la source. On en parle avec Alexandre Boutin. Bonjour. Bonjour David. Bon, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu parler du prélèvement à la source, qui sont bunkerisés pendant quelques mois, on rappelle quand même le principe du PS, le prélèvement à la source, un changement non pas dans le niveau d'imposition, mais dans la façon de collecter l'impôt. Oui, effectivement, il s'agit d'une nouveauté sur les modalités de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de modification sur les modalités déclaratives ni sur les modalités de calcul. Par contre, à partir du 1er janvier, les salaires, les revenus des indépendants, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les BA, les revenus des chefs d'entreprise, des gérants de SARL, vont être soumis au prélèvement à la source. Ouais. J'imagine, là, pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont salariés, comment est-ce qu'on s'assure, justement, en tant que salarié, qu'on a été correctement prélevé? La question est légitime. Comment savoir s'il n'y a pas une erreur? Comment est-ce qu'on vérifie? Et puis éventuellement, quel recours? Alors normalement, lorsque les salariés ont fait leur déclaration de revenus en 2018, ils ont eu leur taux qu'ils ont pu individualiser ou ils ont eu le taux de droit commun. L'idée, c'est d'aller croiser en fait le taux qui va être marqué sur leur bulletin de salaire avec le taux qui a été communiqué par l'administration fiscale lors de la déclaration de revenus. Voilà. Et en cas de problème, a priori il ne devrait pas en avoir, mais s'il y en avait, en cas de bug? A priori il ne devrait pas y avoir de problème, mais en cas de difficulté, l'administration fiscale a mis à disposition le portail, le portail où on déclare ses revenus, et à partir de ce portail, on pourra réaliser les modifications. Le portail communique les informations à l'administration fiscale communique à l'employeur le taux, et in fine, c'est impacté sur le bulletin de salaire. On rappelle évidemment que les revenus autres que salariés, enfin les revenus financiers de placement, ils ne sont pas dedans. Non, les revenus financiers ne sont pas dedans. Par contre, les revenus fonciers sont soumis au prélèvement à la source. Les revenus financiers sont aujourd'hui assujettis de droit à une nouvelle taxe, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, et puis éventuellement sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais ils ne sont pas assujettis au prélèvement à la source. Comme on dit en cas de modification de sa situation, je divorce, je me marie, j'ai des enfants, si mes revenus varient, là encore, comment ça se passe? On peut faire moduler le taux du prélèvement à la source? Oui, l'idée du prélèvement à la source, c'est d'adapter sa situation à celle de l'impôt. Donc à travers le portail dont je viens de parler, on aura la possibilité d'aller déclarer un changement de situation, une variation de revenus pour aller adapter le taux auquel on est confronté à celui qui s'applique directement sur la rémunération. Ouais, d'ailleurs, variation dans les deux sens, au passage. Oui, à la hausse et à la baisse. C'est un peu plus contraignant à la baisse qu'à la hausse, puisque à la baisse, il y a une variation minimum de 10% et de 200 €. À la baisse, c'est-à-dire qu'on a trop payé, en fait. Oui, qu'on va trop payer, qu'on essaie d'adapter son impôt à la baisse. Donc il y a des critères pour pouvoir diminuer son niveau d'imposition, contrairement à une augmentation de son imposition. C'est une surprise, ça. Bizarrement. Bizarrement. Pour celles et ceux qui bénéficient des crédits d'impôt, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Une aide à domicile, ceux qui ont investi dans l'immobilier défiscalisé, le conseil, c'est quoi? Alors le taux du prélèvement à la source n'intègre pas ces crédits et réductions d'impôt. Le mode de restitution de ces avantages fiscaux a été vivement critiqué dans la mouture initiale du prélèvement à la source. Ça a été adapté sur la dernière loi de finances, puisque ces avantages fiscaux seront restitués à hauteur de 60% au 15 janvier et à hauteur de 40% courant juillet. Ouais. La question se pose sinon, c'est un truc qui revient souvent pour celles et ceux qui ont l'ambition de souscrire un crédit immobilier. Le fait chaque mois d'avoir moins sur la fiche de paie, parce que ça ne change rien, parce qu'il faut bien payer ses impôts, ça veut dire qu'on peut emprunter moins, ou est-ce que la banque, évidemment, en tient compte? Ça ne change rien, le bulletin de salaire restera le même avec le revenu net à percevoir. Psychologiquement, il y a un impact, puisque ce qui arrive sur le compte, ce qui virait du compte de l'employeur vers le compte du salarié est un peu moins important, mais globalement, on aurait dû s'acquitter de toute façon. Mais du point de vue de la banque qui veut prêter, est-ce qu'elle prêtera moins parce que le net, facialement, Les analyses des dossiers de financement restent sur les mêmes ratios budgétaires, à savoir le fameux taux d'endettement à 33%. Après, chaque banque a plus ou moins ses critères en termes de charges et de revenus, mais ça ne devrait pas impacter les capacités d'endettement. Ouais. Dernier point pour les chefs d'entreprise qui éventuellement peut-être ont voulu se verser des revenus exceptionnels en 2018, ils passeront pas entre les mailles du filet, je veux dire, le fisc va veiller. On aurait pu croire à une année blanche sur l'intégralité des revenus, donc l'idée de se verser un revenu plus important que les années précédentes a été bien évidemment pris en compte par l'administration fiscale. Parce que le revenu en fait de 2018 n'est pas imposable. Tout à fait, avec l'année blanche. Avec l'année blanche. Et l'idée de se verser une rémunération plus importante a été prise en considération par l'administration fiscale. Donc les revenus dits exceptionnels seront taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ouais. Le fisc qui regardera sur plusieurs années, voir s'il n'y a pas une variation surprenante sur l'année 2018. Merci pour ces explications, Alexandre. Merci. Au revoir. Au revoir.
Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on vend son entreprise? On en parle avec Dr Caroline Gutsmuth. Bonjour. Bonjour. Médecin biologiste vous êtes et directrice d'un laboratoire de biologie médicale en Ile-de-France. Évidemment, c'est du vécu. Voilà, vous avez cédé il y a quelque temps votre entreprise. Racontez-nous, c'était quand et pourquoi? Vous en aviez assez de faire des picouses? Non, pas du tout. Alors, c'était quand ça fait pas un an, ça fera un an fin février. Pourquoi? Une multitude de raisons, deux principales. La première, elle est liée directement à notre profession, qui a subi ces dernières années beaucoup de bouleversements. Les laboratoires de biologie médicale ont dû s'accréditer et cette accréditation coûte très cher. Donc ça nous a forcés à nous regrouper et on trouvait qu'il était nécessaire, voire indispensable, de pouvoir s'adosser à une grosse structure. La deuxième raison, c'était pour répondre à une problématique qui touche à mon avis beaucoup de sociétés qui ont un actionnariat avec une pyramide des âges entre 35 et 70 ans, ce qui était notre cas puisqu'on avait une quarantaine d'associés. Il fallait répondre à la sortie des plus âgés. Légitime. Ouais, bien sûr, qui voulaient du coup réaliser leur capital et sortir convenablement. L'œuvre d'une vie. Exactement. Et puis les plus jeunes qui, eux, souhaitaient conserver leurs actifs dans leur outil de travail. Donc cette session, en fait, a permis de satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que on a pu vendre la totalité de nos parts ou une partie et surtout pouvoir accéder au capital de l'acquéreur, ce qui est mon cas. D'accord. Voilà. Et donc, globalement, l'opération de cession, elle s'est déroulée comme vous l'aviez imaginé? Alors, il y a toujours des imprévus, j'imagine, non? Non, j'imaginais absolument pas la lourdeur administrative de l'opération. C'est complètement fou. Après, oui, parce qu'on a été quand même bien accompagné par un excellent conseil qui nous a largement briefé, qui nous a expliqué toutes les étapes et voilà, du coup, j'insiste quand même sur le fait qu'être accompagné par des gens avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez un bon feeling, c'est quand même très important parce que c'est eux aussi qui vont faire la réussite du deal. Et on a eu cette chance de notre côté, comme du côté acquéreur d'ailleurs. Ouais. Et ça a pris plus de temps que prévu, cette session, au global à peu près un an, un peu plus d'un an. Ouais, donc c'est un process qui est quand même assez long. Après, quand on a vendu son affaire, on se retrouve évidemment avec, c'est la bonne partie aussi, avec un capital qu'il faut replacer. En amont, on se pose ces questions ou est-ce qu'on est un peu pris au dépourvu parce qu'on a ce capital, voilà, comment on le réinvestit, comment on le réemploie? Évidemment, alors on anticipe un certain nombre de choses. On anticipe par exemple tout ce qui est donation-partage, parce que ça c'est des opérations à caler avant même la cession. Donc on a essayé d'anticiper vraiment le maximum. Après, évidemment, on anticipe le montant de l'impôt. Tout ce que vous touchez, c'est pas pour vous. Il y a une partie quand même que vous reversez, donc mieux vaut quand même le calculer auparavant. Ce qu'on a anticipé aussi, c'est les petits placements courts, d'ailleurs, qui ont permis de faire travailler les fonds, qui allaient permettre de payer l'impôt. Ensuite, une grosse partie du capital, on sait ce qu'on va en faire. On a tous des rêves. Donc ça peut être le beau voyage, la belle voiture, la maison. Alors il y a beaucoup quand même de mes associés, et j'en fais partie, qui ont fait le choix de déménager. La pierre, ça reste une valeur sûre. La résidence principale a un placement finalement qui est fiscalement intéressant puisqu'on n'est pas imposé sur la plus-value. Ouais. Enfin, pas encore. Oui, pas encore. Faut que ça dure. Et puis après, effectivement, pour le reste, s'il vous reste quelque chose, là, c'est vrai qu'il faut faire attention, et c'est peut-être mon erreur, moi. Il faut quand même être bien conseillé par des spécialistes en gestion de patrimoine, parce qu'on est très sollicité, très courtisé après une vente comme celle-ci. Donc, il ne faut pas faire d'erreurs, il faut faire les bons choix. Il ne faut pas faire d'erreurs stratégiques à ce moment-là. Voilà, d'où l'importance quand même d'être conseillé en amont de la cession. Ouais. Donc c'est pour ça que très tôt, il faut être effectivement bien accompagné. On cherche à optimiser sa fiscalité. On a ça effectivement entre le brut, le net. On essaie que ce soit plus proche l'un de l'autre. Oui, on cherche à l'optimiser. Alors on prend conseil. Moi, c'est pas, vous l'avez compris, c'est pas mon cœur de métier. Donc moi, je me suis entourée d'avocats fiscalistes qui m'ont expliqué comment calculer l'impôt, l'ancien régime, la flat tax, les modifications sur la CSG, la contribution au revenu. Tout ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on a besoin de maîtriser au moment où on vend. Un notaire aussi, parce que tout ce qui est donation-partage, c'est un mécanisme qui permet de transmettre son patrimoine avant la cession, en optimisant la fiscalité. Ouais.
Et puis voilà, ensuite, effectivement, il faut un gestionnaire, un conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Et justement, ces capitaux replacés, dans quelle logique ils l'ont été la résidence principale apparemment, mais pas seulement, on pense à diversifier ses avoirs, Ouais, à on avoir une pense. vision longue, d'une stratégie longue d'accumulation, de préservation du capital? Alors moi, c'était surtout la préservation du capital, hein, parce que via la résidence principale et via les donations partage. Ensuite, oui, j'ai quand même diversifié les avoirs. Bon, j'ai quand même un esprit chef d'entreprise, je suis un peu joueuse et j'aime bien prendre des risques, donc j'ai quand même réinvesti au capital de société. Dans la limite de la posologie, pas trop, avec la bonne pondération. Dans lesquels je crois. Voilà. Bon, si on finit là-dessus, si jamais c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez refait différemment, que ce soit dans le processus de vente ou encore une fois dans le replacement des capitaux? Alors, replacement des capitaux, moi j'avais le nez complètement dans la vente de la société. Donc, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai peut-être pas anticipé les choses en amont. J'ai pas fait une étude individuelle que j'aurais dû faire en fait bien avant la cession. Je l'ai faite un peu tard. Voilà. Après, pour ce qui est de la vente, rien. Je referai pareil parce qu'en fait, on a été hyper bien entourés et moi, c'est vraiment la chose que j'en tire, hein, c'est avant tout une aventure humaine, donc vraiment être bien entouré, s'entourer des bons conseils. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage, donc, docteur Caroline Gismuth. Merci beaucoup. Merci, David. Au revoir.